suis ravie de t'accueillir, Cécile. Merci du fond du cœur d'avoir accepté l'invitation. Est-ce qu'on s'entend bien? Oui, je t'entends parfaitement bien, moi, tout va Parfait. bien. Moi, je vais juste monter un petit peu mon son, comme ça, tout sera opérationnel. Donc, ce que je disais, c'est qu'on va répondre un petit peu à toutes les questions, peut-être pas au fur et à mesure, mais on va essayer de faire des choses un petit peu groupées pour laisser place justement à ce sujet. Ben voilà, on pourrait en parler des heures, clairement. Il y en a Il y a beaucoup de des choses à thèmes dire, oui. Oui. effectivement à aborder qui sont assez intenses. J'ai eu le plaisir de recevoir ton livre et de le traverser. Et il y a des choses, voilà, qui m'ont paru vraiment essentielles. Euh, Peut-être avant de commencer, si tu veux un petit peu te présenter, et puis après, on parlera un petit peu de ce livre. Cécile, c'est à toi. Oui, donc, bah, comme tu as dit, donc, je suis thérapeute en systémique familial et relationnel. Donc, je suis coach aussi. Ça fait 15 ans que j'accompagne des personnes. Au départ, je travaillais essentiellement en entreprise. J'étais coach en entreprise. Et puis, petit à petit, j'ai compris que l'entreprise était un lieu, n'était pas un lieu de liberté. Donc, on était très vite limité dans le travail d'accompagnement qu'on pouvait faire. Et donc, j'ai préféré me concentrer sur l'accompagnement des personnes en dehors du cadre de l'entreprise. Et c'est là que petit à petit, je me suis spécialisée sur vraiment la médiation de conflits, la gestion des conflits, qui est vraiment le cœur de mon approche. Et puis plus récemment, vraiment sur les relations toxiques, les phénomènes d'emprise. Même si je continue d'accompagner des personnes sur d'autres sujets, c'est vrai que depuis le livre, je suis essentiellement contactée pour ça. Mhm. Et en plus, comme ça concerne vraiment tous les contextes, parce que c'est un sujet très très large, les relations toxiques, mais on peut vraiment y être confronté dans tous les domaines de la vie, que ce soit familial, professionnel, dans les amitiés, en couple. Voilà, à peu près. Je résume à peu près, mais en ce moment, c'est vrai que c'est vraiment ma pratique, c'est depuis le livre, c'est vraiment axé là-dessus en particulier. Très super. Moi, j'aurais une question déjà, peut-être pour ceux qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux définir ce que c'est la systémique relationnelle, peut-être? Alors, la systémique relationnelle, c'est toutes les approches thérapeutiques qui vont travailler sur le système interrelationnel, sur la relation. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on est toujours pris au cœur d'un système. On n'est jamais seul, on ne vit pas seul sur une île déserte, hein. On est Ah, toujours, nous sommes des êtres relationnels, profondément relationnels. Nous sommes toujours en lien, toujours reliés, même à soi, je dirais, à l'intérieur de soi. Nous avons vraiment différents types de relations à soi-même, hein. Bon, il y a plusieurs approches qui vont développer tout ça, mais notamment les approches d'Eric Berne. Donc vraiment de l'analyse transactionnelle va vraiment développer cette approche et tous ces outils qui peuvent en découler. Nous sommes toujours pris dans un système qui soit social, familial. Donc on appartient à plusieurs systèmes, hein, qui peuvent générer comme des toiles. Alors ça peut être des toiles de liberté ou des toiles oppressantes en fonction du système dans lequel on évolue. Et surtout, c'est comme notre corps en fait, hein. Notre corps est un système, hein. Quand un élément du système bouge, l'ensemble du système va bouger et va être perturbé par ce mouvement, hein. mhm. Si on a un élément extérieur qui arrive dans le système ou un élément du système qui part, tout le système va devoir se rééquilibrer, hein. Ok. Donc, travailler en systémique, en fait, c'est être en lien permanent avec la vie. C'est-à-dire que la vie est en mouvement permanent, hein. Tiens donc. Les systèmes auxquels nous appartenons sont en transformation permanente. Et c'est bien de le rappeler parce que ça, on peut le Et voir au-delà de notre corps, on le voit dans la vie de tous les jours. Pour ceux qui font un petit peu attention à ça, c'est vrai qu'on voit que tout est lié, que nous sommes en perpétuel mouvement. D'ailleurs, quand ça s'arrête, ça devient dangereux. c'est bien ça. Donc on peut appartenir à un système, avoir trouvé une certaine forme d'équilibre à un moment donné, à un certain cycle de vie au sein de ce système. Par exemple, je peux me sentir à l'aise dans mon système familial. Et puis, Mhm. il va y avoir un moment, un événement, quelque chose qui va bouger à l'intérieur du système. Ça peut être un deuil, par exemple, un accident, une maladie qui va émerger dans le système. Quelqu'un qui va être exclu du système familial ou au contraire, quelqu'un qui va rentrer, hein, un mariage qui va faire tout d'un coup intégrer au système une personne extérieure et tout le système va être bouleversé. Et tout d'un coup, ce système dans lequel je pouvais me sentir à l'aise, dans lequel j'avais trouvé une place qui me convenait, peut tout d'un coup devenir problématique pour moi. Donc c'est pour ça que les relations toxiques, c'est le sujet de toute une vie. C'est-à-dire que Tellement. oui,
Personne n'est à l'abri d'une relation toxique, nous en avons tous connu un jour ou l'autre. Ça peut arriver absolument à tout le monde, dans tous les contextes, et on n'est jamais vraiment à l'abri de ça en fait. Donc c'est important d'être toujours en lien avec ce mouvement-là. Ça implique de faire tout un travail régulièrement de distanciation, de lâcher prise, hein, d'accepter ce mouvement de la vie, d'accepter ces transformations. Hein. Donc, il y a tout ce travail-là de fond qui va se faire quand on est confronté à une relation toxique, parce que ça peut nous laisser dans un état de sidération, souvent d'incompréhension au départ. Hein, souvent, il y a. Et ça, c'est intéressant. J'avais vu dans tes interviews sur ta chaîne YouTube là passer ce phénomène de sidération en fait qui va nous laisser là et on va subir en fait finalement quotidiennement sans pouvoir acter, alors qu'on n'est pas confortable avec la situation. Beaucoup. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment plusieurs étapes en fait. Il y a vraiment le moment où on ne comprend plus ce qui nous arrive. Hein, c'est-à-dire qu'on est mal à l'aise. À un certain niveau de conscience, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et justement, ça ne monte pas en conscience. Hein, c'est encore inconscient. Ou alors, on va avoir beaucoup de signes, beaucoup de messages hein, qui vont nous parvenir, mais on ne va pas être à l'écoute de ces messages. Hein, on ne va pas vouloir les écouter tout de suite en général. Souvent parce qu'il y a des peurs, il y a des colères, ça vient faire écho à d'anciennes blessures. En général, on se retrouve rarement dans une relation toxique par hasard. Hein. On va rejouer un petit peu dans notre vie d'adulte des scénarios de notre enfance qui n'ont pas été résolus, qui n'ont pas été traversés forcément jusqu'au bout. Hein, des deuils qui n'ont pas été faits, des traumatismes qui n'ont pas été soignés, des blessures qui n'ont jamais eu l'occasion de s'exprimer, des colères qui n'ont jamais été exprimées. En fait, avant d'aller plus loin, ce qui me semble important de dire, Oui. c'est une relation, oui. Je vais définir, oui. de poser les bases qui me semblent essentielles pour les personnes qui écoutent et qui vont peut-être ressentir des choses avec cette vidéo, hein, à qui ça peut faire écho. C'est qu'une relation toxique peut vraiment plonger dans un état de tristesse, de désespoir profond. On peut se sentir vraiment désemparé, hein, surtout si elle ne l'était pas jusqu'à présent et que tout d'un coup elle le devient. Ça peut vraiment justement créer cet effet de choc, cet effet de sidération, où on ne comprend pas ce qui nous arrive. Donc la première chose que je voudrais dire qui me semble essentielle, c'est que ça n'est jamais une fatalité. C'était une très bonne chose. Voilà. Est-ce qu'on en revient? C'est ça, c'était ma question. Mais juste avant, parce que là, on est en train de développer et j'adore parce que je vois là où on va aller. Mais est-ce que on en avait parlé aussi? C'est vrai que ça revenait souvent, le fait de définir la relation qui est souvent connotée en fait avec le couple en fait. Alors là qu'on parle vraiment de relations dans notre quotidien, se mettre comme on dit dans le travail, dans la famille, le couple, la société, tout ça. Est-ce que ça on peut en parler un petit peu avant de... Oui, parce que c'est vrai que j'ai remarqué hein, depuis la sortie du livre que la plupart des gens qui me contactent, quand on dit relations toxiques, ils entendent le couple. Ils entendent simplement des relations de couple. Alors qu'en réalité, les relations toxiques, en tout cas moi, telles que je les traite dans le livre, c'est vraiment au sens large, c'est-à-dire dans toutes les relations de nos vies. Et je dirais que les premières relations qui sont à soigner sont avant tout nos relations familiales. Hein, puisque toutes les relations que nous allons travailler dans notre vie d'adulte, que ce soit dans le cadre du couple ou dans le cadre de l'entreprise, hein, par exemple, seront toujours un écho à des relations familiales, des blessures familiales d'enfance non résolues. Il y a toujours à un moment donné ce phénomène d'écho à des blessures, à des traumatismes non résolus qui vont émerger quand on va commencer à comprendre ce qui se passe hein, dans la relation. Quand on est enfant et on traverse notre enfance, on a tous eu à traverser des épreuves dans l'enfance. Hein. Personne, je pense, ne peut prétendre avoir eu une enfance préservée de toute difficulté. En tout cas, ce sera assez rare. Enfin, même si ça paraît, en tout cas, c'est vrai que même si ça paraît que ce soit lisse, je fais ça, moi, les vies un petit peu autoroute, on a l'impression qu'il y a toujours quelque chose, quoi qu'il arrive. Il y a toujours un petit carrefour qui se fait, sans rentrer dans des traumatismes. Ce qu'on disait, hein, il y a toujours pire, hein, c'est certain, mais c'est comment on le vit aussi avec son histoire et comment on est là dans ce temps-là, on fait avec. Oui, on part pas tous du même point de départ, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous outillés de la même manière. Hein. Certains vont arriver dans cette vie avec certains handicaps de départ qui vont rendre les choses plus difficiles que d'autres. On peut avoir accès à un certain confort matériel, par exemple, qui va changer les choses, mais qui ne nous mettra jamais à l'abri. Les deux éléments clés dont nous avons besoin dans l'enfance sont l'amour et la sécurité. Ce sont vraiment les deux symboles clés dont nous avons besoin pour nous construire. Et ça,
quel que soit le milieu social auquel on appartient, quel que soit le contexte dans lequel on est arrivé dans ce monde, on a tous eu à un moment donné des carences à ce niveau-là, qui vont être plus ou moins fortes, plus ou moins intenses forcément en fonction des conditions et du contexte. Mais on a tous un jour ou l'autre manqué d'affection, manqué d'amour, manqué de reconnaissance ou manqué de sécurité. Tout simplement parce que nous avons tous des parents qui ne sont pas parfaits par définition, qui sont humains, qui ont eux-mêmes eu leurs propres carences, hein, leurs propres manques. Hein. Donc, il va y avoir un jeu hein, de transfert, de répétition. Souvent, Mais est-ce qu'on peut être constant comme ça tout le temps aussi? Parce que j'ai l'impression que finalement, toutes ces blessures sont là toujours pour tout le monde. Qui peut être dans un amour profond, inconditionnel, H24 et sur toute une vie, et qui peut apporter cette sécurité tout le temps? Enfin, pour moi, ça me paraît tellement impossible. Comme tu dis, on est humain, on a des failles, et puis un jour, choum, et tout peut partir de là. C'est impossible, c'est pour ça que c'est important de comprendre que ça concerne absolument tout le monde, que nous avons tous eu des blessures d'enfance, avec des degrés bien sûr, bien évidemment, mais que nous avons tous eu des blessures d'enfance et qu'il est important à un moment donné de le reconnaître. C'est forcément une des premières étapes. Hein, Part de responsabilité, on peut dire. Alors, en tant qu'enfant, je dirais pas qu'il y a des parts de responsabilité. En tant qu'adulte, quand le conscientise, quand le conscientise. Les adultes, bien sûr, à un moment donné, quand on s'engage dans un travail thérapeutique, on va aller revisiter un petit peu ces zones-là. Et une des premières choses sur lesquelles on va travailler, ça va être ce déni des souffrances. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire pendant plusieurs séances, mais moi j'ai eu une enfance merveilleuse, tout allait très bien, aucune blessure. Donc c'est vrai que moi je vais beaucoup travailler là-dessus, hein, sur la façon dont nous avons, pour survivre à nos blessures d'enfance, hein, pour survivre à nos épreuves. En tant qu'enfant, on a fait comme on a pu. Nous avons tous développé des stratégies de survie, hein, des stratégies pour survivre justement aux difficultés, aux épreuves, aux carences, hein, tous les manques affectifs ou de sécurité que nous avons pu vivre, qui nous ont souvent placés dans des bouleversements émotionnels en tant qu'enfant, puisqu'un enfant est en développement, donc il n'a pas, en fonction des stades de son enfance, il n'a pas encore développé tout son potentiel, tout son système neuronal, toutes ses capacités à gérer ses émotions. Donc, ce débordement émotionnel en tant qu'enfant peut nous submerger, et donc nous allons créer des stratégies mentales hein, de survie. Hein. Donc, c'est là que nous allons créer ce qu'on appelle des croyances hein, pour arriver à survivre aux difficultés de notre enfance. Hein. Et quand les difficultés sont élevées, quand les traumatismes sont élevés, si on est affaire à de la violence, par exemple, qu'elle soit physique, psychologique ou sexuelle, on va devoir développer tout un tas de croyances hein, pour survivre à ces violences émotionnelles-là. Et on va également se réfugier, entre guillemets, c'est-à-dire trouver des formes de refuge pour traverser en fait cette période-là, en attendant l'âge adulte, hein, en attendant de pouvoir enfin se libérer des souffrances de l'enfance, on va dire. Et dans ces stratégies de survie, il peut y avoir des fuites énergétiques, je dirais, c'est-à-dire vraiment comme une part de soi que l'on va presque extraire de son corps pour le protéger. Hein. Les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles en témoignent très souvent de ça, hein, de tout ce qui peut se passer, c'est-à-dire au niveau de la dissociation. Hein, on va avoir vraiment ça va être décrit par les personnes qui en sont victimes, vraiment comme s'il y avait une part de l'âme qui s'était extraite hein, au moment de la violence. Hein. Ouais. Et donc, quand on va arriver à l'âge adulte, bah, c'est comme si on arrivait, on n'est pas complet. Hein. Il nous manque quelque chose. Hein. On cherche cette part qui s'est échappée à ce moment-là. C'est ça. Il nous manque en termes d'énergie. Alors, pour ceux qui n'aiment pas ce vocabulaire un peu spirituel, ce terme énergétique, on peut le dire autrement. Hein. On a perdu au passage une part de confiance en nous. On a perdu une part d'estime de nous. Hein, une part de notre identité en fait. Hein. On a perdu quelque chose au passage hein, à travers chaque épreuve. Donc plus il y a eu d'épreuves, plus il y a eu de traumatismes, plus on va arriver fragilisé. Hein, en gros, c'est comme si on s'était construit sur des symboles fragiles. Et quand on va se retrouver confronté à de nouvelles épreuves dans notre vie d'adulte, il va y avoir un phénomène d'écho hein, qui va se passer. C'est-à-dire qu'automatiquement, notre système mental, hein, le cerveau, va reprendre automatiquement, à chaque épreuve, à chaque danger, hein, il va remettre en place toutes les stratégies de survie de l'enfance. Donc, tout part de là.
tout part de l'enfance, Voilà. quelque part. Faut Donc, faire attention. on a besoin, oui. C'est-à-dire qu'à un Mais ça moment met une donné, pression, hein, ça, quelque part. Pardon, en tant que maman, moi, d'une petite fille de 7 ans, ça met quelque part une pression parce que c'est vrai que quand on analyse ça, on essaye de faire attention. Mais... Et puis, il y a ces phrases clés, tu sais, qui sont là et que tout le monde a déjà entendu. De toute façon, tu auras beau faire tout ce que tu veux, il y aura toujours quelque chose qui te sera reproché à un moment donné. Vrai ou pas? vrai, on ne peut que lâcher prise là-dessus en tant que parent, hein. Mm C'est-à-dire -mm. d'avoir conscience que de toute façon, ce qui va être intégré en tant qu'enfant, ça n'est, ce qui fait souffrir à l'âge adulte, hein, quand on Mm regarde -hmm. son enfance avec le recul, ce n'est pas forcément la vérité de ce que l'on a vécu, mais c'est la croyance qu'on en a adoptée. Alors, je vais donner un exemple très concret. Oui. Hein, si en tant que parent, vous êtes amené à amener vos enfants à l'hôpital, hein, à amener votre enfant qui a une maladie grave, par exemple, Mm à -hmm. l'hôpital, hein, et à l'hospitaliser pendant une durée longue d'1 mois, par exemple, hein, vous avez vous avez fait le job en tant que parent. Vous avez sauvé la vie de votre enfant. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour le protéger. Mais l'enfant, lui, peut ne pas du tout le vivre comme ça. Eh oui, c'est ça. Et en retirer une blessure d'abandon, par exemple, hein, Mm -hmm. une blessure de trahison s'il s'est senti trahi par ses parents. Hein. Enfin, donc en réalité, en thérapie, moi, quand je travaille sur la relation toxique, on travaille très peu sur les faits. On va travailler sur les faits, hein, mais le plus important, c'est pas tellement le traumatisme ou le fait. Le plus important, c'est ce que on en a gardé en tant qu'enfant. Quelle est la blessure qu'on a intériorisée et qu'on continue de porter en nous toute notre vie. Parce que c'est bien cette blessure-là qu'il va falloir guérir, dont il va falloir se libérer. Hein, il va y avoir tout un travail de deuil à faire sur les blessures. Il ne s'agit pas justement de faire le procès des parents, mais il s'agit... Alors, dans certains cas, c'est sûr qu'on peut avoir affaire à des parents qui méritent un procès, hein, mais en tout cas, c'est pas dans le cadre de la thérapie, cette justice, on va dire, va se faire à un niveau symbolique, hein, va se faire à un autre niveau beaucoup plus profond, qui peut être très réparateur et qui va être vraiment nécessaire. C'est pour ça que même quand on me contacte pour une relation toxique qui va concerner un couple ou une relation à un patron, par exemple, hein, dans le cadre professionnel, on va travailler bien sûr sur la relation présente. Mais il y a toujours un moment où on va revenir à l'enfant intérieur, c'est-à-dire... Oui, parce que si ça nous touche et que ça fait écho, c'est qu'il y a forcément quelque chose. D'ailleurs, je me permets de rebondir par rapport à ce que tu dis. Dans le livre, là, tu commences un petit peu comme ça à justement définir toutes ces relations et puis à mettre un certain degré. Il y a certains degrés, en fait, des niveaux, on va dire, de relations. Et il y a quelque chose que j'ai bien aimé, c'est que tu nous donnes plusieurs outils qui sont des tests qui nous permettent justement de voir déjà si on est dans une relation toxique et à quel niveau on en est. Et bien évidemment, à la fin, tu donnes aussi les façons de faire pour s'en libérer, les rituels de libération, etc. Mais ça, on avait dit que c'était encore des thèmes, de thèmes, de thèmes. C'est fascinant. Vraiment, moi, j'ai adoré. Est-ce qu'on peut déjà voir ensemble justement ces degrés de toxicité et comment on peut les... parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oh, non, non, moi ça va, comme on disait, la vie est belle, rien, mais des fois c'est plus insidieux, ça va se nicher dans des petits endroits qu'on croirait pas et finalement qu'on dit ah ben mince alors, finalement, oui, ouais, je suis victime de ça, quoi. On est bien d'accord. Alors oui, j'ai essayé de mettre des niveaux, même si une relation toxique, entre guillemets, même classique, entre guillemets, hein, c'est-à-dire sans forcément un phénomène d'emprise, sans forcément avoir affaire à une pathologie de type pervers narcissique, etc. en face de soi, hein, tout simplement dans une interaction toxique, hein, même du quotidien, peut nous plonger quand même dans une grande souffrance. Hein. Donc en réalité, la souffrance dans laquelle on va être plongé va être liée à ces échos de notre enfance dont je parlais, aux compétences qu'on a développées hein, tout au long de notre vie pour s'en protéger, hein, pour y réagir. C'est évident que les personnes qui ont subi des grandes violences et qui s'en sont sorties, hein, qui ont réussi à traverser ça, vont être un petit peu plus armées, on va dire, hein, que des personnes qui en ont très peu subi et qui du coup vont être très désemparées dans leur vie d'adulte quand elles vont se retrouver confrontées à ça. Donc, je fais très attention dans le livre à bien dire qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance. Hein, parce que c'est la première chose que je travaille avec les personnes que j'accompagne qui vont avoir toujours tendance
à relativiser ce qu'elles vivent. Hein. Mhm. Le premier piège, ça va être de dire, mais il y a des personnes qui vivent tellement pire que moi. Hein. C'est ça. Mais moi, il ne m'a pas frappé. Hein. Moi, je n'ai jamais été battue, par exemple. Hein. Donc moi, ce n'est pas si grave. Alors qu'en fait, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a des abus émotionnels, qu'il y a des violences Ouais. psychologiques, qu'il y a des humiliations, qu'il y a des manipulations. Donc, quel que soit le degré, il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance parce que tout simplement, la souffrance est subjective et qu'elle va dépendre de chacun de notre propre histoire. Donc ça, c'est la première chose à lâcher. Mais oui, par exemple, hein, je vois de quoi tu parles dans le livre, hein, je parle des relations de type perturbateur endocrinien. Hein, c'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir forcément une relation toxique en particulier dans sa vie à ce moment-là. Par contre, on peut en avoir plein de petites qui paraissent peu importantes, mais qui, cumulées, toutes les unes aux autres, peuvent devenir vraiment toxiques. Un petit exemple, par exemple, pour bien se rendre compte. C'est-à-dire, je peux avoir des relations tendues avec un collègue. Alors, ça va pas m'affecter à un point démesuré, parce que c'est juste un collègue, il n'y a pas forcément d'affect, il n'est pas en hiérarchie avec moi, il n'est pas en position de pouvoir. Mais c'est un collègue avec qui je suis pas à l'aise tous les jours. Puis sur 40 ans, ça fait des choses. Je vais entendre des petits pics au quotidien, comme ça. Et puis mon voisin aussi. Mon voisin va avoir tendance à me casser les pieds toutes les semaines ou à taper au plafond. Et puis il y a ma belle-mère qui va avoir tendance à être un peu intrusive de temps en temps et à débarquer chez moi sans me demander mon autorisation. Et donc on peut pas dire qu'aucune d'elles individuellement soit réellement toxique. Mais l'accumulation de toutes ces petites relations qui pourrissent notre quotidien peut, à un moment donné, nous plonger vraiment dans une fatigue profonde. On se sent vidé énergétiquement, on a du mal à comprendre pourquoi. Mais en fait, ça va être une accumulation. Et puis, au contraire, on peut avoir vraiment des relations toxiques très fortes, hein, très lourdes, qui peuvent durer depuis l'enfance. Hein. Souvent, les pires sont celles qui sont liées aux parents, hein, aux ascendants. Ça va être décuplé quand il s'agit d'un parent, hein, d'un parent, d'un grand-parent, enfin, d'une figure d'autorité symbolique. Hein, ça peut être un professeur, un mentor, quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence dans notre vie, parce que justement, elle dure depuis l'enfance. Hein, et on peut être parfois sous cette emprise-là toute sa vie. Enfin, moi, j'ai des personnes qui me contactent à 50 ans passés hein, et qui prennent... Ah, mais il n'y a pas d'âge. Ça, c'est bien de le rappeler. Il n'y a pas d'âge hein, pour aller chercher, il n'y a pas d'âge. Pour progresser. Hein. Ah non, Bien complètement. Sûr. Ça, c'est très important. Et la prise de conscience peut être extrêmement tardive, surtout lorsqu'il s'agit du cercle familial. Hein. Ouais. On va avoir beaucoup de cas aussi dans les situations de burn-out. Il y a des situations de burn-out qui ne seront pas forcément liées au relationnel, directement, on va dire, qui peuvent être liées à une structure même, un fonctionnement même de l'entreprise qui va être toxique. Hein. Mais il y a quand même énormément de burn-out quand on creuse, hein, qu'on peut toujours relier à une relation en particulier, souvent hiérarchique, où un phénomène d'emprise s'est installé petit à petit, consciemment, inconsciemment. Hein, la personne qui en est victime n'en a pas forcément conscience, mais tout d'un coup, le corps lâche, hein, le corps dit stop. Ça peut se traduire de plein de manières. Hein. Vomir tous les matins avant d'aller au travail, bien sûr, c'est un signe. Hein. Ne plus réussir à se lever, être épuisé. Il va y avoir tout un tas de... Ça, on retrouve beaucoup ça, ces phénomènes-là d'adolescents là qui développent en fait une espèce de phobie pour aller à l'école par ce corps là qui se met complètement en arrêt, vomissement, migraine, évanouissement. C'est assez fort quand même, c'est assez intense. C'est assez intense. Alors le harcèlement scolaire est un bon exemple, très comparable à ce qui va se mettre en place en entreprise par exemple, puisque on peut être aussi dans une relation toxique à une personne. Mais on peut être aussi dans une relation toxique à un système. Il va souvent être le cas dans un harcèlement scolaire. Il y a rarement un seul harceleur. Hein. Ça va être un groupe de personnes. Ce qui va plonger la personne qui en est victime encore plus en état de sidération et avec cette sensation d'impuissance. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule personne. Hein. Il y en a plusieurs. C'est tout un système qui peut être toxique contre moi. Hein. Alors là, ce qui va se passer à ce moment-là, souvent, c'est cette sensation de complot un peu, hein, qui va vraiment plonger dans l'impuissance. Hein. La première chose à faire quand on est face à un groupe de personnes, hein, ou même quand c'est une famille entière, une belle famille par exemple, avec laquelle vraiment il y a des difficultés, ça va être de détacher les éléments les uns des autres. Face au groupe, on ne peut rien faire. Hein. Face au groupe, on est juste submergé par une sensation d'impuissance et on ne peut rien faire. Par contre, je peux régler mon problème avec Paul.
puis après je vais aller voir Jacques, puis après je vais aller voir Martine, puis après je vais aller voir Julie. Individuellement. Il faut avoir le courage d'aller voir aussi tous ces gens individuellement. Eh oui, mais il n'y a que comme ça qu'on peut dénouer, entre guillemets, le sac de nœuds. Hein. Ouais, C'est-à-dire ouais, vraiment, quand on est pris dans une toile d'araignée, ça devient tellement complexe, les interactions, dès qu'il y a un groupe en jeu, ouais, hein, ouais. une famille, hein, ça va être le cas. Il y a tellement d'interactions complexes que ça devient impossible à démêler. Donc, le seul moyen, ça va être de démêler nœud par nœud, l'un après l'autre. Hein. Chaque relation, hein, on va le faire dans l'ordre l'un après l'autre. Et c'est comme ça qu'on va sortir de cette sensation d'écrasement et qu'on va reprendre un peu de pouvoir sur ce qui nous arrive. Hein. Okay. Parce que bien sûr, c'est l'étape d'après. Ah oui. Sortir de l'étape de la sidération, déjà, il va falloir que ça monte en conscience. Et ça, pour que ça monte en conscience, en général, il faut un déclic fort. Hein. C'est souvent un déclic fort extérieur, un événement. Quelque chose qui va, un film, la lecture d'un livre, quelque chose qui va créer le déclic, qui va nous permettre tout d'un coup d'oser mettre des mots, hein, de se rendre compte que là, vraiment, en effet, même s'il y a pire ailleurs, ce que je vis me plonge trop en souffrance et il est temps que je réagisse. Hein. Ça, c'est unique à chacun. De toute façon, c'est propre à chacun. Je veux dire, chacun n'a pas le même degré de souffrance non plus. Et puis, il y en a qui encaissent mieux que d'autres. Et puis il y en a qui se taisent et qui meurent aussi avec. Hein. Il faut aussi en avoir conscience. Hein. Certains vont l'identifier très vite et d'autres vont mettre 30 ans à l'identifier. Hein. Donc, ça aussi, on n'est pas tous égaux là-dessus. Et puis, ça va vraiment être aussi une décision profonde à un moment donné de dire stop, là, je veux avancer. Je prends le temps de reconnaître ma souffrance, en fait, de me prendre enfin en considération. Hein. Parce que la difficulté, on va dire, c'est que même si une relation toxique peut arriver absolument à tout le monde, il y a certains types, j'aime pas mettre des étiquettes et les personnes dans les cases, mais en tout cas, certaines personnes vont être un peu plus susceptibles que la moyenne, on va dire, d'en être victimes. Hein. Alors, en général, ce sont les personnes qui ont des tendances à l'hypersensibilité, des tendances à la dépendance affective. Et les profils HP aussi, donc au potentiel, vont faire partie aussi des personnes qui vont avoir un petit peu plus tendance que la moyenne à tomber dans des relations toxiques aggravées, on va dire, de type emprise, etc. Parce que ce sont des personnes qui justement ont, que ce soit les hypersensibles, ont on va dire une empathie décuplée. Hein. Donc vont ressentir la souffrance de l'autre, hein, même quand fameux sauveur, c'est ça? Alors, ça peut être soit en posture sauveur, soit en posture basse hein, de victime. Mais en tout cas, s'il y a une hypersensibilité, elles vont ressentir la souffrance de l'autre. Hein, même si elles ont affaire à un manipulateur, même si elles ont affaire à une personne violente. Ouais. Avant de reconnaître la violence, elles vont reconnaître la souffrance de l'autre. Et comme les personnes violentes sont souvent des personnes en grande souffrance, en réalité. C'était vraiment une de mes questions parce qu'au final, quand tu subis ces relations toxiques, en tout cas, si tu arrives à essayer d'analyser et aller de l'avant, la personne en face de toi est en souffrance parce que ça fait pas. Enfin, après, tu me diras qu'est-ce qui est normal ou qu'est-ce qui ne l'est pas, mais ça fait pas partie de cette normalité. Donc, on comprend bien que cette personne est en souffrance. Et qu'il y a quelque chose aussi, il y a cette fameuse blessure à aller chercher. Et qu'est-ce qu'on en fait, nous, avec? J'ai l'impression qu'en fait, c'est que des sacs de nœuds dans toutes les relations de tout le monde. Et j'avais une question, c'est est-ce qu'on, finalement, on n'est pas tous la relation toxique de quelqu'un, au final? Alors ça, c'est une très bonne question. Et oui. Oui, malheureusement. Eh ben, merci. Malheureusement, puisqu'encore une fois, nous ne sommes pas isolés. Nous sommes toujours en interaction. Hein. Tout comme un thérapeute peut être extrêmement positif pour quelqu'un et pas du tout pour une autre personne. C'est pas Moi, je ne crois pas qu'une personne en soi soit positive ou négative. Hein. Il peut y avoir des pathologies. Hein. Une personne peut être porteuse d'une pathologie. Hein. Donc, elle va avoir tendance du coup à développer des comportements toxiques, des comportements pathologiques. Mais en soi, la personne, l'être profond, en soi, n'est ni toxique ni positif. Hein. L'énergie, c'est de l'énergie. C'est ça. Hein, quand on dit énergie positive, énergie négative, non, l'énergie, c'est de l'énergie. Ce qui va être positif ou négatif, c'est ce qu'on en fait. C'est l'interaction, ouais. Voilà. Donc, une personne en soi n'est pas toxique. Par contre, elle a des comportements toxiques. De défense, au final. Qui peuvent être, alors, soit c'est une pathologie,
Est-ce qu'on est toxique par, comment on dit, par, est-ce qu'on le fait exprès? Et c'est pervers. Il y a tellement de questions qui me viennent là parce que c'est ça aussi. Ah, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends un Alors, peu? je dirais que ce Ouais. qu'on appelle les personnes normosées, hein, c'est-à-dire Voilà. la grande majorité d'entre nous, c'est-à-dire quand on n'est pas porteur d'une pathologie mentale particulière, Mhm. il peut nous arriver à tous d'être toxiques pour l'autre, d'une manière ou d'une autre. Ce sera totalement inconscient. Donc, je prends un exemple. Hein. Si je suis en posture basse, hein, c'est-à-dire si j'ai peu confiance en moi, si j'ai une faible estime de moi, et que j'ai tendance à adopter ce qu'on appelle une posture de victime, hein, c'est-à-dire je n'ai pas Mhm. confiance en mes capacités, je ne crois pas suffisamment en moi, donc je vais avoir tendance à me placer en soumission, en posture basse dans mes relations, et je vais avoir tendance à aller chercher de l'aide. Hein. Donc, je vais aller chercher des sauveurs, par exemple, hein, Mhm. que je vais estimer plus compétents que moi, hein, puisque je suis en posture basse, et à qui je vais demander de me prendre en charge. Hein. Mhm. Donc là, je vais avoir tendance à instaurer dans ma relation une forme de toxicité. C'est-à-dire que par l'expression de ma souffrance, hein, regarde comment je souffre, regarde comme moi je n'arrive pas à m'en sortir, regarde comme la vie est injuste avec moi. En réalité, par l'expression de cette souffrance et par l'expression de mon incapacité à la prendre en main, en réalité, je suis en train de mettre une pression sur la relation. C'est-à-dire, je suis en Mhm. train de dire, du coup, tu dois me trouver des solutions. Tu dois répondre à ma souffrance. Hein. C'est toi Mhm. qui dois avoir les compétences pour répondre à ma souffrance. Hein. Donc, c'est une forme de manipulation inconsciente, on va dire. Hein. Parce que l'autre est en pression du coup, pour L'autre est en subvenir à pression. ses besoins aussi, qui sont quand même. Il faut Et, que ça et, soit en plus à une certaine hauteur, qu'on et attend, voilà. etc. Et si je suis en posture sauveur, si j'ai tendance à la codépendance, c'est-à-dire Mhm. j'ai besoin de prendre en charge les autres hein, pour me Mhm. sentir exister, pour me sentir légitime, une personne en posture sauveur va avoir tendance en fait à ne pas s'occuper d'elle. Hein, elle va déployer énormément d'énergie pour les autres, hein, mais elle va Mhm. toujours se mettre en retrait. Hein, c'est une forme de fuite. Hein, c'est pour ça que c'est pas une posture saine non plus. Hein, on va le travailler. Alors on a besoin de sauveurs, attention, pas de Oui, oui. confusion là-dessus. On a besoin d'infirmières, on a besoin de bénévoles, on a besoin de médecins. Donc être sauveur dans son activité professionnelle, c'est pas de ça dont je parle. Hein. Là, Mhm. je parle vraiment d'une posture sauveur, c'est-à-dire avoir tendance à vouloir prendre les autres en charge pour ne pas se gérer soi-même en fait. Hein, et c'est là que va être la toxicité en fait. Hein, c'est-à-dire je vais Mhm. chercher à imposer mes propres solutions à l'autre, celles qui me semblent adaptées. Et donc, je vais me mettre en posture dominante en réalité. Hein, c'est-à-dire, je vais dire, moi, j'ai les solutions. Moi, je sais ce qui est bon pour toi. Hein, ce qui ne sera bien sûr jamais le cas, en fait. Hein, parce que ce qui fonctionne pour nous ne fonctionne pas forcément pour l'autre. Donc, bien sûr, quand on va avoir tendance à prendre une posture de sauveur, hein, ce qui va être souvent le cas quand on a eu des enfances, où il y a eu une inversion des symboles, hein, c'est-à-dire où on a été parentalisé souvent, on nous a appris dans l'enfance à prendre les autres en charge. Hein. Donc ça va être le cas, par exemple, je prends des exemples hein, pour que ça parle, mais ça peut être très large. Si par exemple j'ai eu un parent isolé ou un parent trop fragile psychologiquement, matériellement, et qu'en tant qu'enfant, la stratégie de survie que j'ai trouvée, bah, ça va être de le prendre en charge en fait, hein, c'est-à-dire d'inverser les rôles. Hein. Donc en profondeur, cette stratégie de survie, elle va être ancrée. Hein. Ça veut dire que j'ai appris en tant qu'enfant à me mettre en retrait et à prendre le besoin de l'autre en charge avant le mien. Hein. Ça peut être le cas aussi si on a eu affaire à des parents qui nous ont offert très peu de reconnaissance, si on a eu des parents hyper narcissiques par exemple, hein, où tout devait tourner autour de leurs propres besoins. Hein. Bah, même chose, en tant qu'enfant, bah, ce que je vais apprendre, hein, l'apprentissage, ça va être que mes besoins n'ont pas d'importance et que les besoins des autres vont être plus importants. Hein. Donc, quand on a eu une enfance de ce type-là, hein, où j'ai appris cette stratégie-là, bah, je vais la garder à l'âge adulte. Hein. Et donc, je vais avoir tendance à rechercher tout ce qui m'est familier. Hein. Le cerveau fonctionne de cette manière-là, c'est-à-dire que on va chercher, bien sûr, inconsciemment, à recréer le contexte qui va me permettre d'exercer ma compétence. C'est-à-dire, moi, je suis bon pour prendre les autres en charge. Donc, inconsciemment, je vais me mettre dans des situations qui vont me donner cette opportunité-là. Mhm. C'est pas pour rien que du coup, je vais rencontrer beaucoup de personnes en posture basse qui ont peu de confiance en elles,
qui justement ne croient pas en leurs propres compétences. Et du coup, je vais chercher inconsciemment ces relations-là dans ma vie. On va s'attirer mutuellement. Oui, si j'allais te dire, est-ce qu'on va les chercher ou est-ce qu'on les attire? On dit que les contraires s'attirent. On a l'impression qu'une personne qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, des choses à donner, va souvent attirer les gens comme ça un petit peu et qui vont même être vampirisés un petit peu par ce genre de profil. Là, je ne suis pas dans le cas des pathologies, je suis dans le cas vraiment de la toxicité quotidienne qui peut nous arriver à tous. C'est-à-dire que oui, on va s'attirer, c'est-à-dire qu'on a une personne qui ne croit pas en ses propres compétences et on a une autre personne qui a appris à prendre les autres en charge. Donc forcément, on va se rencontrer. On va se rencontrer dans la vie. Et est-ce que comme ça, ce duo, ou après ça dépend vraiment des schémas, est complet? Parce que j'ai l'impression qu'on n'est qu'à moitié et qu'on va chercher ce vide qui manque, comme tu le dis, pour pouvoir fusionner et tout à coup se sentir complet. Mais du coup, dans cette relation, finalement, comme c'est les vases communicants, est-ce qu'on arrive à se complaire dans ça ou là, on est vraiment typiquement dans un cas toxique. C'est ce qu'on appelle un jeu psychologique. C'est un jeu psychologique qui donc peut être totalement toxique. Alors moi, je dis que c'est l'enfer sur Terre quand on est pris dans ce triangle relationnel-là, parce que bien sûr, on peut être aussi en posture persécuteur. Typiquement, le sauveur, quand il va en avoir marre d'entendre de la victime, là, c'est pas la victime, c'est la personne en posture de victime. Oui, mais moi, je m'en sors pas. Alors, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Le sauveur va projeter ses propres solutions. Donc, forcément, ça ne marchera pas. La personne en posture de victime va dire oui, mais non. Oui, mais non, en fait. Personne n'écoute et personne n'entend, du coup. Oui, parce qu'en fait, en tant que en posture victime, je ne crois pas que je sois capable, en fait, de m'en sortir. Donc, on peut me donner tous les conseils du monde. Tant que le travail n'aura pas été fait de réparation, justement, des symboles de l'enfance pour reprendre confiance en soi, en fait, je n'arriverai même pas à les poser, ces actions en place. Donc, au bout d'un moment, à force de rejeter les solutions du sauveur, à force de lui pomper son énergie dans le vide, on va dire, le sauveur, il va en avoir marre et puis il va passer en posture persécuteur. Et il va dire, maintenant, ça suffit, avec tout ce que je t'ai donné, avec tout ce temps que je t'ai consacré. T'es censé tout avoir, là, Et donc, on va passer notre temps à tourner comme ça sur ce triangle-là. On peut adopter des postures différentes en fonction de nos interlocuteurs. Je peux être en posture victime avec mon mari et en posture sauveur avec mes enfants et en posture persécuteur au travail. En fait, oui, c'est pas une fin en soi. On n'a pas qu'un modèle. On peut être tous les modèles à la fois. On a en général une dominante. En général, il y a une dominante, il y a une position qu'on va avoir tendance à prendre plus que les autres en fonction de ces stratégies de l'enfance dont je parlais. Là où on va commencer à parler de... Donc, c'est juste pour finir, nous sommes donc tous un peu des manipulateurs inconscients. Nous cherchons tous en fait à répondre à des besoins à travers ce type de relation, mais de manière totalement inconsciente. Et nous pouvons être amenés à mettre en place des comportements toxiques, mais bien sûr qui ne seront pas conscients. Là où on va tomber dans la pathologie, c'est quand on est complètement figé dans une posture. C'est-à-dire que justement, quel que soit le contexte, quel que soit l'interlocuteur, je suis toujours dans la même posture, c'est-à-dire que je me suis totalement cristallisée dans cette posture-là. Là, on va parler de pathologie. Là, vraiment. Parce qu'il y a des personnes qui reproduisent, même par exemple, qui arrivent à quitter une relation toxique, mais qui vont la reproduire dans la prochaine et indéfiniment. Et on comprend pas, parce que le schéma se répète. C'est comme si j'aime pas dire ça, mais comme si la leçon n'avait pas été apprise. Justement, on n'est pas allé chercher à guérir ses blessures. Bien sûr, parce que je peux être en posture victime et puis je vais rencontrer un bourreau, forcément, qui va me sentir à 10 000 km. Ils ont les dominants, les personnes en posture de persécuteur, en posture haute, dominante, vont sentir, bien sûr, les personnes avec qui ils vont pouvoir jouer à ce jeu. Parce qu'il faut être deux pour jouer. C'est ça. Donc, c'est là qu'il y a une part de responsabilité à prendre. Je sais que c'est des paroles je fais attention qui peuvent être très mal interprétées. Encore une fois, là, je ne parle pas d'une victime au sens premier du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui subit des violences est victime et n'est absolument pas responsable des violences qu'elle subit. Attention, on est bien d'accord. C'est pas de cette responsabilité-là dont je parle. C'est vraiment, à un moment donné, d'acter sa responsabilité dans le sens, ok, je reconnais ma souffrance. Je prends ma part de responsabilité, comme le font les alcooliques anonymes. La première chose qu'on va dire, c'est « Bonjour, je suis alcoolique ». Donc, pour se sortir d'une posture de victime,
ou d'une posture de sauveur ou d'une posture de persécuteur, la première étape, ça va être de reconnaître. Bah oui, je suis sauveur, oui, je me mets en posture de sauveur, oui, j'ai tendance à ne pas m'occuper de moi. Et donc, je vais prendre ma responsabilité et je vais aller explorer ce que justement je fuis. Hein. Tout ce que j'essaye de régler en aidant les autres, bah, pendant un temps, je vais vraiment me recentrer sur moi et je vais aller visiter cette part d'ombre qui me fait si peur en fait. Hein. Je vais aller regarder ce que j'essaye de sauver à travers l'autre. En fait, je vais aller regarder ce qui a besoin d'être sauvé en moi en fait, hein, ce qui a besoin d'être entendu, ce qui a besoin d'être regardé, d'être vu. Et si je suis en posture de victime, bah, je vais reconnaître la même chose. Je vais dire ok, bah, je prends ma responsabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne suis plus une enfant, je suis une adulte. Et si en effet, bah, j'ai des manques de départ, hein, j'ai un manque de confiance en moi, j'ai un manque d'estime de moi, et ben je pose une action concrète et je vais aller travailler ça. C'est-à-dire je vais vraiment chercher à retrouver cette confiance, à retrouver cette estime, parce que bien sûr, je le répète, ça n'est pas une fatalité. Il y a toujours des chemins hein, pour réparer. Hein. C'est vraiment un travail de réparation. Ouais. Et la première étape, ce sera d'écouter son enfant intérieur, hein, d'oser regarder bien en face ce que j'appelle les dragons. Hein. On a tous des dragons en nous, hein, des peurs, des colères, des traumatismes. Et tant qu'on ne veut pas regarder le dragon parce qu'il nous fait trop peur, tant qu'on met un mouchoir dessus, eh bien en fait, ça revient. Ça revient laisse, tout le temps, de toute façon. C'est lui qui mène la danse. C'est lui qui mène la danse. On va retomber à répétition. Hein. Il y a une phrase de Jung qui est très parlante là-dessus. Il va dire tout ce que je ne regarde pas en face me revient en fatalité. Hein. C'est-à-dire que la vie va se charger de nous le renvoyer et de nous le renvoyer, et ce sera de plus en plus intense jusqu'à ce qu'enfin on l'écoute. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a des peurs d'enfants, il y a des traumatismes d'enfants, des tristesses, des colères qui ne demandent qu'à être entendues. Et tant que l'adulte que je suis refuse d'entendre cet enfant-là, ce qu'il a à dire et tout ce que je refuse d'entendre, bah, l'enfant, lui, il continue de crier jusqu'à ce qu'ils soient entendus. Et donc, ça va aller de plus en plus fort en général. Hein, ça va aller crescendo. Hein. C'est le fameux cri de l'âme, finalement, j'ai l'impression. Tu sais, d'aller chercher son moi profond, qu'on entend cette petite voix qui nous guide, qui essaye de nous dire un petit peu les directives, mais qu'on met, comme tu dis, son mouchoir à chaque fois. Non, je vais plutôt aller faire ça pour répondre à d'autres choses. Oui, parce qu'on en a très très peur de ce dragon, alors qu'en réalité, alors c'est un travail désagréable. Hein. Toujours Jung le dit très bien. Hein. Il dit ce n'est pas en regardant la lumière que l'on devient lumineux, mais c'est en traversant son ombre, en regardant son ombre. Mais c'est un travail qui est désagréable, ça c'est sûr, et donc impopulaire. Et en effet, ce travail d'exploration de notre part d'ombre est particulièrement désagréable, mais en général, quand on est accompagné dans le cadre sécurisé de la thérapie, hein, avec un accompagnement bienveillant, et que vraiment on prend le temps de regarder son dragon bien en face, très souvent on va se rendre compte à quel point on l'a grossi, à quel point c'est le premier pas, et c'est ce que tu dis un petit peu aussi sur ton site. C'est le premier pas qui est un petit peu compliqué, mais voilà, on est là, on sait peut-être pas forcément quoi dire, on sait pas par quel bout prendre, mais d'où l'importance justement des personnes accompagnantes, des thérapeutes qui vont savoir te guider pour justement aller sortir le premier bout de la pelote, prendre cette direction, et puis hop. S'il y a vraiment cet échange, c'est vraiment aussi intéressant. Est-ce que d'ailleurs tu interagis comme ça, c'est-à-dire à savoir parler? Est-ce que je sais qu'il y a beaucoup de thérapies où c'est la personne qui est là et qui parle, et il y a 2 mots qui sont échangés avec le thérapeute, et puis on se voit la séance prochaine. Donc c'est. Alors non, moi dans mes séances, je dirais que le temps de parole est assez équivalent. Hein. Il y a vraiment un échange parce que il y a beaucoup de prises de conscience qui peuvent se faire si on introduit un peu de la pédagogie, quand on explique aux gens comment ça fonctionne, en fait, tout simplement. Hein. Oui, bien sûr. Moi, je ne crois pas aux approches où il faille perdre 10 ans allongé sur un divan. Excusez-moi, je suis pas une fan de la psychanalyse. Donc, en tout cas, mais on peut tout dire. De certaines approches, hein, parce que tout le monde a bien sûr des approches. Je respecte tout, hein, mais bien sûr. Il y a beaucoup d'avancées qui peuvent se faire beaucoup plus rapidement quand on donne des clés, en fait. C'est ça. On peut aller beaucoup plus vite, hein, même si c'est pas une course, hein, bien sûr. Mais en effet, il y a tout ce que je vous explique là, il y a des mécanismes à comprendre, en fait, hein, tout simplement. Et rien qu'en les expliquant, souvent, en faisant ce travail de pédagogie, il y a énormément de prises de conscience qui émergent.
les gens se reconnaissent, comprennent en fait à quel jeu inconscient ils jouent. Et donc, dans la plupart du temps, quand on a affaire à des personnes normosées, on peut en sortir assez facilement, rien que par la prise de conscience. Hein. C'est-à-dire que si tout d'un coup, je réalise que j'ai tendance à adopter une posture de sauveur, bah, le simple fait que ça soit monté en conscience, je vais le reconnaître quand ça va m'arriver. Je vais m'en rendre compte dans mes relations, dans mes interactions. Et donc, je vais beaucoup plus facilement lâcher prise, me retirer de ce jeu-là. Et il y a une règle absolue en systémique, c'est si moi je bouge, tout le système bouge. Hein. Si moi je refuse de jouer à ce jeu-là, l'autre ne peut plus jouer. Bah, c'était ma question et tu m'enlèves vraiment les mots de la bouche parce que si tu es là dans cette relation, mais toi tu fais ce travail, tu changes, tu avances, est-ce qu'il faut, dans n'importe quelle relation que ce soit, est-ce qu'il faut couper pour vraiment changer radicalement ou est-ce que finalement en changeant soi-même, on peut rester dans cet environnement dans lequel on est et puis que ça change. C'est ça, parce qu'il y en a qui ont peur aussi de se dire, ok, mais moi, si je vais changer, tout va s'effondrer autour de moi, il va falloir que je recommence à zéro et j'ai pas envie de recommencer à zéro. Et ça, c'est souvent le fait de... Oui, il y a des très fortes résistances au changement et je dirais d'autant plus si les changements de notre enfance ont été synonymes de perte. C'est-à-dire si les événements forts de notre enfance ont été traumatiques, hein, si j'ai perdu dans les changements de mon enfance, je vais associer le changement à de la perte hein, et non pas à du gain. Et donc, je vais développer à l'âge adulte une résistance au changement. C'est-à-dire que tout ce qui va être synonyme de changement va automatiquement me faire peur. Ce qui est tout à fait normal. Hein. C'est-à-dire que je remets mes stratégies de défense en place. Hein. Ce qui fait qu'à l'âge adulte, bah, même si je vis un enfer, ce qui explique beaucoup pourquoi des personnes sous emprise ou qui vont subir des relations toxiques intenses vont y rester si longtemps, c'est que même si c'est un enfer que je vis, c'est mon enfer. C'est-à-dire que c'est familier, je le connais, j'en connais chaque recoin, je le maîtrise. Cette personne violente en face de moi, je la connais. J'ai appris à détecter sa violence, j'ai appris à la reconnaître, j'ai trouvé des stratégies pour l'éviter quand je peux. Donc je suis dans mon petit enfer, mais c'est un enfer qui est familier. Et si tout d'un coup on me propose d'en sortir, même si a priori cette libération peut apparaître positive, hein, en réalité, c'est l'inconnu pour moi. Je ne sais pas ce que c'est que de vivre sereinement. Je ne sais pas ce que c'est finalement que d'être pleinement moi-même. Hein. Si je suis sous emprise depuis des années, j'ai perdu cette notion-là. Et donc, bah, je vais avoir tendance, inconsciemment bien sûr, à rester dans ce petit enfer. Parce que même la libération, tout aussi positive soit-elle, va me faire peur en fait, parce que c'est inconnu. En fait. En fait, on a peur de notre propre lumière. On dit souvent que les gens ont peur de leur échec et de leur pardon, mais en réalité, si on a toujours vécu dans l'ombre, si on a toujours vécu dans des interactions toxiques, profondément toxiques, même si elles ne l'ont pas toujours été, mais si c'est ça mon schéma de connaissance, hein, je ne sais pas qui je suis en dehors de ces systèmes toxiques-là. Je ne me suis pas vécue, je ne me suis pas expérimentée dans un système libéré où je suis libre d'être moi, où je peux incarner ma différence, où je peux proposer mes talents dans ce monde. Je ne sais pas ce que c'est inconnu. Et donc ça fait peur. Et donc c'est toutes ces résistances au changement qu'on va travailler en thérapie. Hein. C'est un travail de deuil en réalité. Hein. C'est de commencer à faire le deuil d'une représentation de soi pour s'autoriser une nouvelle représentation de soi. Une représentation de soi dans laquelle on va enfin s'autoriser à être lumineux, à être nous-mêmes. Mais c'est un travail de deuil, même si a priori c'est positif. C'est ça. Est-ce que ce travail, en fait, on est obligé de le faire seul? Parce que moi, quand tu me dis ça, j'ai l'impression que tout à coup, justement, bah, je fais ce travail, j'évolue, donc je guéris de tout ça et tout ça. J'ai l'impression qu'il faut tout raser en fait autour de moi. Alors moi, je me vois en ermite, du coup, au fond d'une grotte, à vivre effectivement dans tout ça, alors que finalement, on est là pour interagir. Est-ce que ce soit au travail, que ce soit dans ton couple, dans ta famille, quand toi, tu règles en fait ces problèmes, est-ce que tu peux rester au sein de cet environnement et que, en ayant changé toi, ça puisse bouger autour. Après, mais dans le bon sens, en fait, si je puis dire. Je ne sais pas si je suis claire. Alors. Encore une fois, ça va dépendre de si on a affaire à une pathologie, non. Si on a affaire à une pathologie vraiment mentale, hein, si j'ai affaire à quelqu'un en face de moi qui n'est plus normosé, hein, qui clairement va être dans une pathologie qui ne relève pas de ma compétence,
Là, il va falloir lâcher et lâcher très vite. Hein. Si j'ai affaire à un hyper-narcissique ou à un pervers narcissique, c'est une pathologie qui, a priori, ne se soigne pas ou en tout cas très difficilement. Donc, mon intérêt, ça va être vraiment de couper et de couper radicalement. Hein. On est d'accord. Quand c'est possible, hein. Bien sûr, il y a des coupures, on parle de coupures partielles quand il y a des enfants en commun, parce qu'on ne peut pas couper radicalement, mais tout ça, je l'explique dans le livre, hein. Il y a différents systèmes hein, pour se libérer. Mais en effet, si j'ai affaire à une pathologie, il va mieux falloir partir vite pour se préserver, surtout si c'est une pathologie manipulante comme celle-là. Par contre, dans les relations au quotidien, eh bien, il y a plusieurs options. Le fait que je bouge va faire bouger tout le système. Et beaucoup de personnes que j'accompagne me témoignent vraiment d'effets heureux et vertueux sur leur réseau. Hein, je pense encore à quelqu'un que j'ai eu ce vendredi dernier. Du moment où elle a bougé, toute sa relation avec ses parents, avec sa sœur, a changé. Donc oui, on peut avoir vraiment des effets assez spectaculaires assez rapidement quand on bouge. Où les autres vont bouger parce qu'ils ne peuvent plus jouer à ces interactions-là. Et parce que le fait que vous bougiez, quelque part, vous incarnez, vous avez valeur d'exemple, hein, vous êtes comme un modèle en fait. Hein, donc ça donne envie aussi, ça peut inspirer les autres. Et puis, il y a les autres situations. On dit on n'est pas prophète en son pays. C'est-à-dire que vous pouvez bouger, vous pouvez évoluer, mais vous pouvez aussi avoir affaire à un système qui va être trop englué, trop enquisté dans des rigidités, dans des croyances hein, qui vont être trop figées, ce qui va être le cas par exemple quand il y a des croyances religieuses très fortes ou quand on appartient à un milieu social très marqué avec des règles sociales qui vont être très marquées. Tout ce qui va avec. Des codes, voilà. Et donc là, malgré le fait qu'on peut bouger soi, on peut se retrouver face à quelque chose de mortifère, c'est-à-dire qui n'est plus en mouvement, qui n'est plus en vie. Hein. Et donc là, votre libération, votre mouvement va faire très très peur aux autres. Hein. C'est-à-dire que si vous avez en face de vous quelqu'un qui ne se remet absolument pas en question, n'est plus en vie à un certain niveau de conscience, c'est-à-dire qu'il ne bouge plus, qui est dans un confort, hein, qui est assis, on va dire, qui ne se remet plus en question, qui n'est plus dans le mouvement de la vie, votre mouvement à vous va le terrifier, en fait, hein, radicalement. Ça peut vraiment générer des réactions très violentes. Ouais, j'allais dire, ça peut même déclencher d'autres pathologies, finalement. Je veux dire, oui, ça peut faire tellement peur que la personne va réagir de manière vraiment pulsionnelle et donc va avoir envie de se protéger de ce symbole de vie que vous incarnez. Hein. Si la personne en est trop éloignée, ça peut vraiment faire peur. Et donc là, en effet, il faudra constater qu'on n'a pas réussi à faire bouger son système. Et donc là, la seule question, c'est quel juste dosage je peux trouver, quelle va être la relation juste que je vais pouvoir mettre en place pour me préserver de ça. S'il faut que j'appelle ma famille qu'une fois tous les 3 mois, et ce sera ça. Et puis peut-être qu'il faudra que je coupe. Et puis voilà, ça va être chacun. Après, c'est vraiment un travail intime et personnel de trouver son propre dosage. Hein. Bon, quelle va être la relation qui va me permettre à la fois de continuer à aimer ces personnes telles qu'elles sont, mais tout en me préservant de la violence éventuellement que je reçois en face. Hein, C'est pas évident de dire que des fois il faut couper avec ses parents, avec ses enfants. Non. Ça, j'imagine, c'est peut-être les plus difficiles à couper parce qu'on trouve toujours l'excuse en fait de quand même c'est mes tripes, mon sang, peu importe comment on dit ça. Et ça laisse tout le monde comme ça. Et j'avais une question. Est-ce que le fait, justement, comme tu dis, donc toi, tu bouges, etc., tu vas sur ce chemin, en tout cas, de recherche et de guérison intérieure. Cette personne, donc, qui, elle, se met tout à coup en mode panique parce qu'elle comprend pas ce qui se passe et va développer, en fait, d'autres schémas, en fait, peut-être plus graves par rapport à l'autre personne. Est-ce que ce n'est pas, en fait, cet effet de miroir, tu sais, qu'on lui renvoie, que lui, finalement, inconsciemment, parce que ça n'a pas l'air de vouloir bouger de ce côté-là, qu'il ne puisse pas bouger? Est-ce que c'est pas un mode de survie, de se dire merde, attends, moi je vais me mettre en mode défense parce que je comprends pas ce qui se passe, pourquoi tout à coup cette personne se met à... Tu vois, bien sûr, s'il y a une réaction violente, c'est parce que justement la personne ça a fait écho à une blessure, sinon il n'y aurait pas de violence. Hein. S'il y a une réaction de violence, c'est justement parce que votre libération fait écho à une blessure chez cette personne, à quelque chose qu'elle n'a pas encore justement résolu, qu'elle n'a pas encore travaillé. Ça ne veut pas dire qu'elle n'y viendra pas, mais à ce moment-là de sa vie, son réflexe d'autodéfense va être le rejet, hein, ou la violence. Enfin, ça peut se traduire sous toutes diverses formes. Oui. En fait, hein.
Donc oui, bien sûr qu'à ce moment-là, il y a un effet miroir, il y a un effet écho. Si ça ne faisait pas du tout écho, ce serait de l'indifférence que vous auriez en face, hein, de l'indifférence pure en fait. Hein. À partir du moment où il y a réaction, c'est bien que justement la blessure a On été... touche à quelque chose. Voilà. Et si on a affaire à une pathologie, ça serait peut-être bien qu'on en parle quand même, parce que Oui. les hyper-narcissiques et les pervers narcissiques dont on parle tant. Alors, Oui, on en parle beaucoup et il y a eu comme une explosion de ce terme depuis oui, quelques années et ça apparaît partout. Donc, on va pas dire que c'est un effet de mode parce que c'est bel et bien réel, d'accord? Mais c'est c'est vrai ça. que ça a pris une grosse envolée, si je puis Alors, dire. c'est vrai que c'est souvent un terme qui est employé, on va dire, à tort et à travers, ou Ouais. peut-être parfois abusivement. Mais en effet, c'est une réalité. Hein. On estime à peu près 2 à 4% de la population porteur de cette pathologie. C'est une pathologie mentale hein, qui est reconnue dans le manuel clinique des thérapeutes. Donc, Mhm. c'est une pathologie mentale hein, qui apparaît à peu près au début de l'âge adulte. Et qui concerne donc 2 à 4% de la population. Comme on estime qu'on connaît à peu près 400 personnes tous en moyenne dans notre réseau élargi entre la famille, le travail, les Mhm. amis, les voisins, etc., ça veut donc dire qu'on en connaît tous à peu près 12. C'est pas mal. C'est beaucoup. C'est pour, Ça fait beaucoup. c'est pour dire que c'est bien une réalité. Hein. Alors Mhm. après, ça peut être des relations plus ou moins éloignées, mais on en a forcément autour de nous, hein, qu'on n'a pas forcément détecté. Hein, parce Alors, que j'allais dire comment on les détecte au final, ces personnes. C'est la première question, j'imagine que tout le monde doit se alors, poser. Merde, attends, j'en dans ai le 12 autour livre, de moi, il faut que je fasse quelque chose. dans le livre, je donne, il y a un test, hein, Ouais, je crois que je l'avais noté. Il y a quelques critères de reconnaissance dans le test. Hein, bon, mais je ne vais pas les lire là parce que oui. ce serait trop long. Mais oui, il y a des critères de reconnaissance assez précis hein, pour pouvoir justement diagnostiquer si on a affaire à cette pathologie-là. Et c'est très important de le diagnostiquer parce qu'en effet, si on a affaire à ça, c'est vraiment le moment de lâcher prise. Hein. Il y a toutes ces relations toxiques du quotidien dont on parle, hein, ces interactions victimes, sauveurs, persécuteurs, sur lesquelles on peut vraiment travailler qui ont de l'espoir. Hein. Ça, je voudrais vraiment que ça passe comme message. C'est qu'il existe tout un tas de méthodes, de techniques de communication non violente, de coécoute hein, pour les couples, de mettre en place des exercices de coécoute. On peut apprendre à gérer nos conflits, à les travailler, à se positionner. Il y a beaucoup de relations qui ont de l'espoir. Mais en effet, si on a affaire à une pathologie de ce type, ça rentre pour moi dans la catégorie qui n'a aucun espoir. Et donc, c'est important à ce moment-là, surtout si on a tendance à se mettre en posture sauveur, hein, surtout si on est hypersensible ou si on est haut potentiel, on va avoir tendance à s'accrocher. On va avoir Ouais. tendance à vouloir absolument soigner la relation, à vouloir absolument trouver des solutions. Hein. On va aller Alors au que là, bout du bout. il faut partir, quoi. Là, il y a Voilà. vraiment des relations sans espoir, quoi. Il y a vraiment, si on a affaire à cette pathologie-là, en effet, c'est sans espoir, puisque l'hypernarcissisme vient d'une faille très violente de l'enfance, hein, souvent d'un traumatisme lourd. C'est comme un vase percé, je dirais. C'est-à-dire que c'est une Mhm. personne qui est percée, hein, c'est une béance en réalité qui est à l'intérieur. La personne a créé un masque en fait pour survivre hein, à la souffrance qui a souvent été forte au départ. Et donc, elle va aller pomper de l'énergie tout le temps, partout. Hein. Pomper de la reconnaissance, pomper des idées, pomper de l'énergie, parce que justement, il y a un vide à l'intérieur. Hein. Sauf que c'est un vase percé. Donc, en fait, ce sera jamais suffisant. Ce sera jamais comblé. Votre amour, tout infini soit-il, ne suffira jamais pour une personne qui est porteuse de cette pathologie-là. Alors, c'est extrêmement triste, on est d'accord. Hein. Putain, oui. Euh, si c'est quelqu'un que l'on aime profondément comme un parent, un frère, ça va être d'autant plus dur d'accepter de lâcher, hein, parce que c'est tout le travail, hein, et ça peut prendre des mois hein, de séances hein, pour justement arriver à lâcher parce qu'on les aime justement, hein, surtout si c'est des personnes que l'on aime, hein, si c'est quelqu'un dont on se Ah moque, bah on sinon, n'aura c'est aucun pas problème. drôle. Voilà. Il faut un peu Hein, de défi. mais si on est hypersensible et qu'en plus on est au potentiel et qu'on va s'acharner justement à trouver des solutions, on va tout essayer hein, pour résoudre et pour sauver entre guillemets cette relation ou cette personne et on va s'y perdre totalement, on va s'y épuiser totalement. C'est là que le phénomène d'emprise va se mettre en place. C'est là qu'on va perdre totalement notre énergie, confiance en nous, que ça peut aller jusqu'à des pertes d'identité, ça peut vraiment avoir des conséquences graves, des dépressions. Donc là, à un moment donné, il va falloir accepter de lâcher, hein, de lâcher quelqu'un qu'on aime, hein, ce qui va être compliqué,
accepter l'idée que si on a affaire à une personne qui est porteuse de cette pathologie, bah, en réalité, elle ne nous a jamais vraiment aimés. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur à accepter, surtout si c'est un parent. Hein. Les hyper narcissiques n'aiment pas, ils possèdent. Ok. Donc ça, c'est vraiment une prise de conscience qui est importante à faire. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans des relations de pouvoir. Hein. Donc, ça vient automatiquement d'une faille qu'il y a eu dans l'enfance. Alors oui, mais ce n'est pas une excuse entre guillemets, c'est-à-dire que... Non, mais c'est une question parce que on ne naît pas pervers narcissique. Bien sûr que non. Hein. Déjà, c'est une pathologie qui apparaît au début de l'âge adulte. Hein. Ok. Et en effet, c'est souvent suite à un traumatisme lourd. Hein. Ce qui ne veut pas dire que parce qu'on a eu des traumatismes lourds. Bien sûr. Est-ce que, et j'ai une autre question, est-ce que ça arrivait, enfin, je ne sais pas, que tu aies eu ce genre de modèles qui sont venus consulter en disant, OK, j'ai réalisé que j'étais pervers narcissique. Alors, ça m'arrive d'avoir très souvent des gens qui me contactent en me disant j'ai besoin d'aide parce que je crois que je suis hyper narcissique et je voudrais arrêter de faire du mal autour de moi. Okay. Alors ça me fait toujours beaucoup sourire parce que ce n'est pas ça. La démarche même prouve qu'ils ne le sont pas. Oui, d'accord. Un hyper narcissique ne se remettra jamais en question. Ah non, c'est foutu, hein, on est d'accord. Ne prendra jamais sa part de responsabilité puisque la base de l'hyper-narcissisme, c'est vraiment le transfert de responsabilité. Donc, il transférera toujours la responsabilité sur les autres. Donc, déjà, quelqu'un qui m'appelle en me disant « Je voudrais travailler sur moi parce que je ne veux pas faire de mal aux autres. » et que donc là, déjà, on est sûr qu'on n'a pas à faire. C'est bon, t'es safe. Alors, inversement, on les voit très peu en cabinet, justement parce qu'ils ne prendront jamais leurs responsabilités et que la thérapie est un travail dans lequel on prend immensément sa responsabilité. Donc, c'est pas pour rien qu'on les voit pas en thérapie. Par contre, on peut les voir de temps en temps en thérapie de couple. Ils vont venir contraints, forcés par le conjoint. Et là, on les reconnaît assez vite parce qu'on les démasque. Ils vont saboter la thérapie, ce sont des menteurs pathologiques, hein, donc ils vont mentir, on va s'en rendre compte assez rapidement, puisqu'en fait c'est pulsionnel, hein, donc ils ne peuvent pas faire autrement que de manipuler. Hein. Mais donc, là, tu dois te retrouver dans comment, en ayant vu ce schéma, comment je vais sauver, du coup, si je peux me permettre, la personne qui est dans cette relation-là, parce qu'il faut l'extraire, du coup, parce que si elle a amené son conjoint en ayant tout ça, toi, comment tu arrives à interagir avec cette personne seule? Après, parce qu'en plus, ils ont le monopole sur la personne. Ils les laissent rarement seuls. Alors, justement. Dans les phénomènes d'emprise, si on a affaire à un hyper narcissique ou un pervers narcissique, donc le pervers narcissique, c'est 20% des hyper narcissiques. Hein, donc, il y a en plus une dimension perverse. Donc, la différence, ça va être les méthodes de manipulation qui vont être plus violentes, plus humiliantes, hein, plus violente d'un point de vue psychologique et plus violente dans la forme, on va dire, hein, avec des manipulations perverses, hein, de type perverse. Oui, une des stratégies va être d'isoler la personne, de la couper de son réseau familial, amical, etc. Ce qui rend le phénomène d'emprise d'autant plus complexe. Hein. C'est pour ça que c'est très compliqué de se positionner pour l'entourage. Parce que la personne qui en est victime peut défendre son bourreau, hein, très fortement. Hein. Elle peut n'avoir absolument pas conscience, bien sûr, qu'elle est sous emprise, lui trouver des excuses, le défendre, parce qu'elle continue de croire en cette personne, elle continue de l'aimer, elle n'a absolument pas conscience de sa pathologie, ou elle continue d'avoir l'espoir que cette personne va changer. Hein. Donc le retournement, il doit se faire là. Hein. Quelle que soit la relation toxique, le premier piège, c'est d'attendre que l'autre change. Ça, c'est vraiment le premier piège. Donc, tu es en train de me dire que personne ne change. Si, justement, soit. La seule chose sur laquelle on a du pouvoir, c'est sur nous. Je n'aurai jamais de pouvoir sur l'autre, sur le fait qu'il va prendre conscience un jour, sur le fait que peut-être un jour, il aura un insight fort qui va enfin lui faire prendre conscience. Ça, là-dessus, je n'ai pas de pouvoir. Par contre, j'ai du pouvoir sur moi, sur ma posture. Moi, je peux décider de bouger. Hein. Donc, en effet, ça va impliquer de lâcher prise sur la relation, si on a affaire à cette pathologie-là, et d'accepter qu'on a un adulte en face qui est responsable de sa vie, et que je ne peux rien faire sur cette pathologie. Ça nécessite une compétence particulière, et ça nécessiterait surtout que la personne soit en demande d'en sortir, ce qui n'arrivera jamais. Avec un hyper narcissique. Donc, c'est peine perdue, en fait. Hein.
Donc, il y a vraiment toute cette phase d'épuisement et puis petit à petit, on va finir par lâcher prise enfin profondément, faire le deuil hein, et changer de posture, lâcher la posture de sauveur, lâcher la posture de victime, enfin accepter de s'en sortir. Mais souvent, il faut descendre très profondément. Hein, c'est souvent dans un moment de désespoir que cette prise de conscience va se faire. Malheureusement, il y a des gens qui en sortent jamais. Hein, on peut rester sous emprise toute sa vie, surtout si c'est un parent. Si Et c'est en un faisant un parent. travail thérapeutique, il y en a qui, Non, malgré non, tout ça, ouais. Non, non, mais c'est vrai que ça m'est arrivé très rarement, mais ça m'est arrivé vraiment de voir une personne victime d'emprise suivre un accompagnement longtemps et lâcher au dernier moment. Hein, et ça, c'est très très dur en tant que thérapeute. Hein, ça fait toujours énormément de peine hein, de voir ça. Mais ça fait partie hein, de l'acceptation de la dignité de l'autre, je dirais, c'est-à-dire d'accepter que cette personne, elle a fait le chemin, elle a pris conscience, elle sait dans quoi elle est maintenant, donc elle n'est plus dans l'inconscience. Hein. Et donc cette décision profonde d'en sortir, cette pulsion de vie, ne peut dépendre que d'elle. C'est-à-dire que c'est vraiment, à un moment donné, c'est un engagement vis-à-vis de soi. C'est vrai, quand on arrive à ce niveau d'emprise, en général, le choix, c'est vraiment la vie ou la mort, quoi, tout simplement. C'est est-ce que j'ai envie de vivre ou est-ce que j'ai envie de vivre cette semblant de vie mortifère, en fait, dans laquelle je suis, hein, qui me détruit à petit feu. Hein. Et cette décision profonde, elle appartient à chacun de nous. Et si malheureusement la personne décide de lâcher, eh ben, on ne peut qu'espérer qu'elle y reviendra, mais on ne pourra pas la sauver malgré elle, entre guillemets. Hein. Ça fait partie de tout le lâcher-prise de la posture de sauveur. Ouais. Tout un programme, Cécile. Je vois que ça fait 1h15 qu'on est en discussion. Il y a tellement de choses à dire. C'est hallucinant. Je suis sûre que ça a plu à plein de gens et j'ai vu des choses, tellement de questions et puis on n'a pas pu forcément répondre à toutes les questions. Vraiment, ce que je vous invite à faire pour ceux qui étaient sur le live, c'est de laisser vos questions et vos commentaires en fait sous la vidéo. Et Cécile, si tu le veux bien, tu pourras venir répondre à ces questions. Oui, et puis, je vous invite aussi également à aller acheter déjà le livre sur la boutique du Chou ou directement sur le site de Cécile. Vous allez pouvoir vraiment voir tout ce qu'elle fait. Donc, c'est Libérez-vous des relations toxiques. Cécile, tu prends en consultation, bien évidemment. Oui, bien sûr, je reçois en consultation en visio, essentiellement en visio, puisque je reçois sur toute la France. Donc, quelques personnes en local, je suis sur la côte basque, mais l'essentiel est en visio par téléphone. Je vais mettre vraiment tous les liens où on peut te retrouver. Je vous invite vraiment à découvrir son travail qui est juste incroyable. Et puis voilà, puis à commencer peut-être un travail justement de se libérer de ces fameuses relations toxiques que l'on peut rencontrer dans notre quotidien et un petit peu partout. Merci infiniment, Cécile. Dis-moi. Juste préciser quelque chose, c'est que dans le livre, je propose une méthode pour en sortir, hein, parce que bien sûr... Les rituels. Et que donc, ce qui peut intéresser les lecteurs du Chou Brave, c'est que je parle de cette méthode, enfin, de cette approche, pas forcément pour les relations toxiques, mais donc ce que j'appelle les rituels thérapeutiques. Je publie un article dans le nouveau Chou Brave qui va sortir, qui est sorti aujourd'hui. Voilà, il y a un article. Numéro 36, Cécile sera. C'est pas celui-là. Non, ce sera l'autre. Voilà, ce sera l'autre. Dans le prochain. Et donc, vous pouvez trouver dans l'article justement un éclairage sur ce qu'est un rituel thérapeutique, sur ce que sont les rites de passage et comment ils peuvent nous aider justement dans ce travail de résilience et de reconstruction. Voilà. Tout est dit, c'est juste magnifique. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. J'avais encore plein de questions à te poser, mais vraiment, on pourra faire des épisodes hein, finalement avec toi pour voir un petit peu tout ça. Plein de belles choses encore à découvrir. Passez une belle semaine. Merci. À très vite tout le monde. Merci à tous. Bye.